Ouvrez les yeux et votre imaginaire. Je vous emmène dans l'univers magique et controversé de l'œuvre de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. Il s'agit d'un triptyque qui représente le paradis sur le panneau de gauche, l'enfer sur le panneau de droite et au centre, le Jardin des Délices. Au paradis, la nature est harmonieuse. Au loin, le ciel, les montagnes, un paysage vallonné, des constructions mi-organiques, mi-artificielles où vivent des oiseaux, une végétation luxuriante, une étendue d'eau où s'abreuvent les animaux et nagent des canards. Il y a même une licorne. Au centre du panneau, on voit une chouette qui augure de la suite. Ici, les animaux sont séparés des humains. Dieu se tient debout, vêtu de rose, entouré d'Adam et Ève nus. Il tient le poignet d'Ève, qui baisse les yeux. Elle a goûté le fruit défendu. Dans le panneau central, Jérôme Bosch représente un monde où la notion de péché et de culpabilité semble ne pas exister. C'est le règne de la candeur, de la jeunesse éternelle, de la félicité, de la gourmandise, du plaisir. Il nous plonge dans un vaste paysage dont on voit la ligne d'horizon au loin. Le peintre mêle ici les animaux, les hommes, les fruits, la végétation en une vision onirique, insolite et surnaturelle. Il y a même une licorne. En enfer, les couleurs sont sombres, rouges, ocre. La nuit noire s'est abattue, éclairée seulement par les flammes. La végétation luxuriante a disparu. Jérôme Bosch peint une multitude de scènes infernales d'une grande ingéniosité pour représenter la sentence, la punition. Il symbolise la crainte du diable en montrant la sorcellerie, l'hérésie, la superstition, les sortilèges, le fétichisme occulte, la perversion, l'absurdité, l'homme en perdition. Elle a goûté le fruit défendu. Bienvenue dans l'œuvre magique et controversée de Jérôme Bosch. Ce triptyque est une huile sur bois réalisée autour de 1490, aujourd'hui encore objet de spéculation, d'interprétation et de mystification. Au paradis, la nature est harmonieuse. Au loin, le ciel, les montagnes, un paysage vallonné, des constructions mi-organiques, mi-artificielles où vivent des oiseaux. Une végétation luxuriante, une étendue d'eau où s'abreuvent les animaux et nagent des canards. Il y a même une licorne. Ici, les animaux sont séparés des humains. On admire la technique du peintre qui aurait réalisé ce triptyque seul. Jérôme Bosch était curieux et cultivé, d'où la grande expressivité de ses sujets. Au centre du panneau, on voit une chouette qui augure de la suite. À pas attirant les oiseaux vers le mal en les séduisant par son apparence innocente. Une étendue d'eau où s'abreuvent les animaux. Il s'inspirait de copies illustrées, de gravures, de livres de modèles, ou peignait d'après nature. Vers 1500, la vision du monde change de façon radicale grâce au voyage de Christophe Colomb. Jérôme Bosch mêle une iconographie profane à des thèmes chrétiens, ce qui n'est pas la norme de son époque. Il y a même une licorne. Dieu se tient debout, vêtu de rose, entouré d'Adam et Ève nus. Il tient le poignet d'Ève, qui baisse les yeux. Elle a goûté le fruit défendu.
Il y a même une végétation luxuriante. Le jardin des délices exerce une force d'attraction universelle, tant les détails sont nombreux, fantastiques, nés d'un esprit créatif extraordinaire. Le choix des couleurs chatoyantes met nos sens en éveil. Du pur génie. Doté d'un talent immense et d'un côté obscur, Jérôme Bosch est dit hérétique, gnostique, adamite, cathare, révolutionnaire, toxicomane, sage, grand artiste. Plus l'on se rapproche du bas du panneau, plus les animaux deviennent étranges. Je vous laisse le plaisir d'observer ces oiseaux à 3 têtes et autres détails incroyables. Le plaisir d'observer cet ornithorynque qui lit un livre et autres détails étranges, incroyables. Comme dans le premier panneau, le panneau du centre contient 4 constructions fantasmagoriques qui s'élèvent à l'horizon. Elles sont disposées en carré autour d'une fontaine. On voit s'y baigner des créatures étranges, des sirènes, des chevaliers marins. Partout, de beaux et jeunes gens se livrent à une multitude de jeux érotiques. Ils dansent, mangent, chevauchent, discutent, se cachent, s'embrassent. Des femmes dansent dans un lac autour duquel les hommes chevauchent de belles montures en ronde organisée. Des oiseaux géants nourrissent les hommes. Des hommes se cachent dans des fruits gigantesques, dans des fleurs. Le jardin des délices exerce une force d'attraction universelle, tant les détails sont nombreux, fantastiques, nés d'un esprit créatif extraordinaire, aujourd'hui encore objet de spéculation, d'interprétation et de mystification. Du pur génie. Des oiseaux géants nourrissent les hommes. On voit un homme tenir la main d'une femme comme pour l'empêcher d'agir. Serait-ce Adam et Ève? Des hommes se cachent dans des fruits gigantesques, dans des fleurs. Certaines figures reviennent dans toutes sortes d'endroits et à différentes échelles. Par exemple, la chouette, à pas attirant les oiseaux vers le mal en les séduisant par son apparence innocente, représente le mal, la crainte, la lumière et la sottise. Ou encore les fruits rouges qui représentent la tentation, les plaisirs de la chair, la gourmandise. Un homme tête en bas tient entre ses jambes écartées un fruit rouge géant. Vers 1500, la vision du monde change de façon radicale grâce au voyage de Christophe Colomb. On voit des sirènes, des chevaliers marins et autres détails incroyables. Chevauchent en ronde organisée. Partout, de beaux et jeunes gens se livrent à une multitude de jeux érotiques. Se cachent, s'embrassent.
Face à l'œuvre, on ne cesse de découvrir de nouveaux détails quand l'artiste juxtapose les symboles. Et on cherche à déchiffrer les messages, forcé de les interpréter. Plus on observe, plus on hallucine sur l'univers onirique, sensuel, érotique, horrible, merveilleux, superbe, menaçant, sombre, lumineux, paisible, tourmenté, joyeux, triste, candide, coupable, orgiaque, torturé. On est sans cesse surpris par la multitude de scènes improbables où se mélangent et s'en mêlent des personnages mythiques, des animaux, des humains, de la végétation, des fruits, des objets. On pense aujourd'hui au surréalisme et à la science-fiction. Salvador Dali et Frida Kahlo, parmi tant d'autres, s'en sont inspirés. On voit un homme tenir la main d'une femme comme pour l'empêcher d'agir. À qui s'adresse cette œuvre ? Énigmatique, il ouvre la porte des fantasmes, laisse la porte ouverte à l'imagination la plus débridée. C'est le règne de la candeur, de la jeunesse éternelle, de la félicité, de la gourmandise, du plaisir. Goûter le fruit défendu. De la félicité, de la gourmandise, du plaisir. Il ouvre la porte des fantasmes, en ronde organisée. Il y a une atmosphère dérangeante. Sensuel, érotique, horrible, merveilleux, superbe, menaçant, sombre, lumineux, paisible, tourmenté, joyeux, triste, candide, coupable, orgiaque, torturé. Sensuel, érotique, horrible, merveilleux, superbe, menaçant, sombre, lumineux, paisible, tourmenté, joyeux, triste, candide, coupable, orgiaque, torturé. Il ouvre la porte des fantasmes. Jérôme Bosch représente un monde où la notion de péché et de culpabilité semble ne pas exister. C'est le règne de la candeur, de la jeunesse éternelle, de la félicité, de la gourmandise, du plaisir. Il y a une atmosphère dérangeante. La nature abondante, parfois gourmandise, amie et refuge, apparaît par endroits menaçante.
comme ces tiges et ce bouquet entrant dans les orifices des personnages, ou ces fleurs qui les étouffent. Le choix des couleurs chatoyantes met nos sens en éveil. On aperçoit un couple caché dans une moule géante. Il y a des perles fines qui sortent de l'un des deux. C'est le règne de la nature amie et refuge, la gourmandise. Candeur, jeunesse éternelle, félicité, gourmandise, plaisir. Nous voici en enfer. Les couleurs sont sombres, rouges, ocre. La nuit noire s'est abattue, éclairée seulement par les flammes. Au centre, cette créature étrange avec une tête d'humain traverse l'étendue d'eau. Son corps est creux comme une coquille. Une échelle permet d'accéder à l'intérieur où se trouve une taverne. Chacune de ses jambes en tronc d'arbre se trouve dans une barque. Les humains deviennent les proies d'animaux et de choses matérielles, des instruments de musique, des armes, des jeux de société. Ils deviennent eux-mêmes objets. Ils sont même excréments. Le sens des choses est perturbé, inversé. L'homme est creux, vidé de sa substance. Toutes ces scènes font penser à l'éloge de la folie d'Erasme, écrit peu de temps après, en 1511. C'est comme si Jérôme Bosch passait l'âme humaine au scanner, incitant à se questionner sur sa propre nature. Ces scènes de mutilation rappellent les sentences, la punition. Les voleurs avaient une oreille tranchée. C'est comme si Jérôme Bosch passait l'âme humaine au scanner, incitant à se questionner sur sa propre nature. Nous voici en enfer. Le sens des choses est perturbé, inversé. À qui s'adresse cette œuvre ? Des hommes nus côtoient des animaux vêtus, des créatures monstrueuses et terrifiantes, des femmes en robe, l'homme en perdition. Des personnages en soutane ou portant des casques et des capuchons. Le personnage qui monte a une flèche enfoncée dans les fesses. Le personnage qui monte a une flèche enfoncée dans les fesses. L'absurdité, l'homme en perdition. Son corps est creux comme une coquille. Une taverne. L'homme est vidé de sa substance, est creux. Au premier plan, on voit cet homme se faire embrasser par une truie coiffée d'un voile.
Le sens des choses est perturbé, perturbé. La végétation luxuriante a disparu. La licorne a disparu. Jérôme Bosch peint une multitude de scènes infernales d'une grande ingéniosité pour représenter la sentence, la punition. Il symbolise la crainte du diable en montrant la sorcellerie, l'hérésie, la superstition, les sortilèges, le fétichisme occulte, la perversion, l'absurdité, l'homme en perdition. Un peu plus haut, une créature mange un cadavre, nous regarde fixement. Les humains deviennent les proies d'animaux et de choses matérielles, des instruments de musique, des armes, des jeux de société. Ils deviennent eux-mêmes objets. Ils sont même excréments. Jérôme Bosch peint une multitude de scènes infernales d'une grande ingéniosité pour représenter la sentence du pur génie. L'artiste nous montre une vision très diversifiée de la société, de la nature des relations entre les hommes et les femmes, du lien de l'humain à sa propre animalité. Il nous parle d'euphorie, de plaisir, de consumérisme, d'harmonie, de torture, de sensualité, d'évasion, de vanité, de sexualité. Énigmatique, il ouvre la porte des fantasmes. Comme si Jérôme Bosch passait l'âme humaine au scanner, incitant à se questionner sur sa propre nature. Une incompréhension fondamentale gravite autour de cette œuvre, qui laisse la porte ouverte à l'imagination la plus débridée. Il symbolise la crainte du diable en montrant la sorcellerie, l'hérésie, la superstition, les sortilèges, le fétichisme occulte, la perversion, la punition. Des psychanalystes très inspirés par l'œuvre y ont vu du sadisme, le masochisme, la sodomie, la pédérastie et j'en passe. Aucune donnée n'est vérifiable. Je vous laisse le plaisir d'observer ces oiseaux étranges et autres détails incroyables. Les humains deviennent les proies d'animaux et de choses matérielles, des instruments de musique, des armes, des jeux de société. Ils deviennent eux-mêmes objets. Représenter la sentence, la punition, l'absurdité, l'homme en perdition. Des créatures étranges, du pur génie. Imaginez-vous face à cette œuvre qui mesure 2,20 m de haut et 3,86 m de large. À qui s'adresse cette œuvre ?